On retrouve Horus Donkovi et Madame Sophia Kenyonsi Adanou pour la suite du débat. La suite, c'est le Mali. Fin de l'opération Barkhane. La France et ses alliés européens se retirent militairement, poussés dehors par la junte militaire au pouvoir Bamako après 9 ans de lutte contre les menaces djihadistes. Alors, Horus Donkovi, est-ce qu'on peut parler d'échec? Alors, d'échec de qui? Échec des forces françaises, j'allais dire. Oui, c'est un désaveu, c'est une honte, qu'on appelle, c'est une ex-puissance coloniale mise à nu. euh, c'est d'autant plus extraordinaire que on ne peut même pas s'appuyer sur parce que j'entends sur les médias français on dit ouais c'est une junte qui a fait, c'est une junte qui a fait. Mais non, en réalité le gouvernement actuel malien n'aurait pas pu faire ce qu'ils ont fait sans l'appui des populations. Mm. C'est-à-dire le mécontentement avant même que ce gouvernement de transition ne se mette en place a débuté avec les populations maliennes. Il y a eu Mais au un... même moment, on a interrogé quelques personnes qui pensent que ce départ peut créer d'autres soucis. Non, alors il faut voir il faut voir, comment dirais-je, peut-être des questions qui sont beaucoup plus pragmatiques. C'est-à-dire, est-ce que ces personnes-là sont contre le départ? Parce il faut mettre la différence entre être contre le départ des troupes françaises et maintenant être dubitatif quant aux forces maliennes pour assumer la sécurité. C'est deux Alors, ceux choses que j'ai différentes. écoutés, surtout au nord, disent qu'ils sont protégés par les troupes françaises. Ils reconnaissent le travail des troupes françaises. Moi, juste pour dire que les Maliens eux-mêmes sont divisés sur ce Alors, départ. moi, étonnamment, j'ai vu, moi, des interviews de personnes du nord du Mali qui ont dit, ils sont partis, ils étaient là, on ne voit pas trop la différence qu'il y a entre le fait qu'ils soient partis et qu'ils soient là. Vous voyez donc la Voilà. différence. Non, mais justement, ils disent ne pas voir la différence. Moi, c'est les témoignages que j'ai vus. Mais toujours est-il que c'est maintenant, à mon sens, c'est maintenant que pour le Mali, les choses commencent. Parce que euh, maintenant que ces forces-là, ces troupes-là disent être parties et s'être réfugiées dans les États voisins, il appartient maintenant au Mali de penser fortement sa gestion. Parce que Est-ce que vous la pensez réalité qu'il du a les terrain, ressources militaires? euh, il va plus s'agir de savoir comment on organise les populations et comment on rentre dans le vif du sujet. Je m'explique. Euh, comment dirais-je, le renseignement, par exemple, sur le territoire ne peut être possible que si on arrive à organiser les populations et à la rallier à la cause. Comment dirais-je, l'organisation économique qui doit soutenir le pays ne peut être possible que si on arrive à rallier les populations à la cause. Comment dirais-je, ressouder les Maliens au niveau, autour de l'idée d'une nation forte et indépendante ne peut être possible que si on arrive à rallier la population à cette cause-là. Parce que ce qui va se passer, c'est que après, il y a des choses qui sont de l'ordre du pragmatisme qui existent, dans le sens où le Mali ne produit pas d'armes, le Mali ne produit pas de munitions. Le Mali, par exemple, n'a pas une armée extrêmement équipée. Le Mali n'a pas de satellite pour le renseignement ou un certain nombre d'aptitudes au renseignement. Donc il va falloir s'organiser autrement, organiser les populations et la nation malienne autrement, parce que ceux qui ont été chassés ne vont pas, je le répète souvent sur le plateau, ne vont pas prendre la chose aussi aisément. Mm. Je ferai remarquer que si Barkhane est parti, il n'en est rien au niveau des investissements français au Mali. Ouais. On n'a pas vu, par exemple, de grands groupes français, on a Orange et ainsi de suite, qui ont dit, ok, d'accord, ben voilà, bon, comme Barkhane est parti, nous partons. Non, pas absolument, absolument pas. Donc, ça veut dire que des échanges existent encore au sein entre les deux pays. Ouais. Maintenant, le gouvernement de transition en lui-même doit comprendre quand même que, même si ces échanges existent, il doit jouer finement, il doit jouer stratégiquement, il doit jouer astucieusement, de façon à ce que
le peuple malien puisse en quelque sorte s'auto-suffire, s'auto-déterminer, s'organiser au mieux. Parce que ce qui peut arriver, c'est que le Mali soit strangulé. Et malheureusement pour le Mali, et je pense que c'est un peu la chose la plus grave, c'est que le fait que le Mali soit strangulé économiquement n'est possible que parce qu'il y a des pays voisins qui sont complices de cela. Si par exemple il n'y a pas une Côte d'Ivoire, un Ghana, un Burkina, un Togo qui participent aux sanctions de la CEDEAO, aucun blocus sur le Mali. Est-ce qu'ils sont obligés de faire comme le Mali? Pardon? Ils sont obligés de faire comme le Mali. Chacun a sa manière de voir les choses, ces pays que vous avez cités tout à l'heure. Non, les pays que j'ai cités, ce que je leur reproche, je ne leur demande pas de faire comme le Mali. Je leur demande d'être solidaires d'un Mali qui veut se reconstruire. Parce que là, actuellement, je ne suis pas sûr, contrairement à ce qu'on peut croire, que beaucoup de pays africains sont satisfaits de Français qui prétendent renforcer leur présence au sein de leur territoire. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. D'avoir un allié qui dit, ok, à défaut de pouvoir rester au Mali, je veux augmenter le nombre de troupes ou la coopération militaire entre moi et les pays voisins. Parce que du coup, c'est, si vous voulez, perdre une certaine légitimité, un certain poids, même une certaine image et même une certaine latitude à faire certaines choses au sein de son pays. Donc, ce n'est pas une très bonne idée. Oui. Et justement, les pays africains auraient peut-être gagné à ne pas stranguler le Mali, à soutenir le Mali dans ses efforts. Parce que, au final, ce qui se passe au Mali peut jouer en défaveur des autres pays. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une représentante de l'Union européenne qui débarque à Dakar et qui dit, comme pour rassurer tout le monde, nous allons vous lâcher les milliards. On va vous lâcher les milliards, mais le fait que d'autres troupes étrangères, c'est-à-dire des troupes françaises, des troupes européennes, des troupes américaines, prétendent renforcer leur présence au sein d'autres pays africains, pose un problème de souveraineté. Et je pense qu'un certain nombre de chefs d'État africains vont quand même à un moment se poser la question. Alors, madame, pour Horus, c'est un échec. Mais tout au long du jeu, si on peut le dire, entre la France et le Mali actuel, on a senti quelquefois que la junte militaire au pouvoir se fourvoie. On a vu les déclarations de Choguel Maïga. Lui, il allait au front. Il a demandé même le départ des troupes. C'est fait. Mais à la dernière minute, on a appris que cette même junte a pris langue avec les troupes étrangères pour revoir les termes du contrat. Bon, est-ce que c'est vrai? Bon, on a eu ces informations-là hier, aujourd'hui, mais est-ce que c'est à vérifier? Parce que selon j'ai vérifié en tout cas. C'est fondé. C'est un ministre, je pense. Ok, d'accord. Bon, ce qu'il y a, c'est vrai, Barkhane a échoué. Ça, ayons quand même le courage de le dire et le bon sens de dire que cette force-là, et cette opération de Barkhane avec qui accouche Takuba Morné, elle a échoué. Cette force a échoué au Mali. Et parce qu'ils sont partis, ou bien elles sont parties, la population se sent beaucoup mieux. Parce qu'il y a des déclarations aussi qui sont là, et qui disent, comme l'a dit déjà Horus, on ne voit pas la différence. On ne voit pas la différence. Donc, au lendemain déjà de leur départ, les ministres qui parlent de ça, bon, je crois qu'en s'aventurant sur un tel sol, sur un tel terrain, ou bien dans ce domaine de renvoi des troupes Barkhane et autres, les autorités maliennes ont déjà trouvé des alternatives quand même à leur départ. Bon, on sait que les forces para-russes sont là et qui les aident en stratégie. Ce sont elles qui vont faire le job maintenant. Ben, en tout cas, les autorités maliennes ont le droit de signer le contrat avec n'importe qui. Hein. Non, il y a la Chine, il y a d'autres qui sont là, mais on sait que les troupes paramilitaires russes sont déjà là sur le terrain. Et les FAMA, ils vont dormir parce non, les FAMA sont à fond. Barkhane a déjà dit, les autorités françaises et européennes ont déjà dit que nous faisons notre job, mais derrière,
les forces armées maliennes ne viennent pas sécuriser le derrière. Non, ça, est-ce que ça va se faire? Non, c'est leur, c'est la stratégie que les troupes européennes avaient adoptée face aux forces maliennes. Ce n'était pas une bonne stratégie. Et telle qu'elles le disent, l'affirment sur tous les médias que voilà, les forces, les FAMA devaient sécuriser ou bien devaient... Non, je crois que c'était pas... Est-ce que c'est pas leur rôle? Elles doivent dormir, les forces armées maliennes. C'était leur rôle, mais est-ce que vraiment les troupes-là ont permis à ce que les femmes puissent les suivre, puisqu'on interdit quand même le survol de leur propre territoire et de cette force-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand, par exemple, vous êtes là pour aider quelqu'un, vous savez que la personne a de la force et qu'elle peut faire face quand même à beaucoup de difficultés, vous êtes derrière et vous la soutenez. Mais la personne ne vous laisse pas l'accès quand même à aller devant, à regarder les choses. Vous allez faire quoi? Mais ça dit qu'ils ont utilisé une stratégie qui mettait quand même, qui montrait que les femmes étaient vraiment incapables sur le terrain. C'est vrai qu'il manquait quand même de matériel pour pouvoir... Vous ne pensez pas qu'ils ont montré déjà l'incapacité quand les djihadistes les ont acculés jusqu'à Bamako? C'était en ce moment ils ont fait appel aux forces étrangères. Oui, en 2013, quand les forces étaient là, et les autorités maliennes avaient fait appel à Hollande pour venir les aider à chasser les djihadistes. Oui, quand les forces étaient là, elles avaient quand même montré de quoi elles étaient capables. Et puis elles avaient chassé quand même les djihadistes là. Mais arrivé à un moment, leur stratégie est autre. On a vu que bon, les populations sont décimées, les troupes sont... C'est-à-dire c'est tout un mélange sur le terrain. Et seulement les Français et les troupes européennes savent ce qu'elles faisaient sur le terrain. Ça dit que qu'est-ce qu'elles faisaient selon vous? Cette stratégie-là de négliger, moi j'ai vu une négligence des forces maliennes vis-à-vis quand même de ce qu'ils devaient, des djihadistes, parce que la façon dont on devait, les troupes-là devaient les enrôler, les entraîner. Elles disent qu'elles les avaient entraînés, mais est-ce que ça se voit? Mais moi je crois que c'est la fin de Barkhane. À chose-là, il y a beaucoup qui sont passés sur ce plateau, qui l'ont déjà dit. Il y a notre président Pasteur Edo qui le disait souvent, que quand il y a eu toute chose qui a un début a une fin. Je crois qu'ils sont arrivés à un niveau, après 9 années, de ne pas quand même avoir un résultat où les populations scandent des slogans et abat la France, départ, ceci, ceci. Je crois qu'elles doivent retourner. Si elles devaient revenir au Mali, que les forces, les autorités maliennes les invitent, il faut revoir les contrats, il faut revoir les traités pour être là dans un partenariat. Et là, ils sont partis, gagnant, ils sont partis visibles, ils sont déjà partis. Oui, bon, elles sont parties par la petite porte. Oui, moi, je pense que dans les questions que tu poses, il faut recontextualiser. Je m'explique. Ceux qui reprochent, notamment les Occidentaux, quand ils disent, oui, voilà, les FAMA, ils n'étaient pas efficaces, ils sont pas derrière, ils n'assurent pas. Il faut faire attention. Le Mali abrite une des plus grandes bases militaires coloniales de l'histoire de l'AOF, Kati. Même Sankara y a fait une partie de sa formation. Ils abritent Kati. Mais ceux qui fournissent en armes, ceux qui fournissent en stratégie, ceux qui ont formé les officiers, ceux qui, comment dirais-je, ont encadré les troupes, mais c'est qui? Ce sont les coopérants occidentaux. Lorsque vous avez des bases africaines, vous avez une série d'officiers qui passent leur temps à, disons, une série d'officiers qui, de façon régulière... Y compris les Russes. Surtout, ils ont fait leur formation en Russie. Il y a la Russie également. Il faut faire attention. La coopération avec la Russie s'est longuement passée lorsqu'il y avait Modibo Keïta. Donc, à l'indépendance du Mali en 60. Mais une fois que Modibo Keïta fut renversé, et que Moussa Traoré prit le pouvoir, l'axe fut fondamentalement la villa Lujarche chez, comment dirais-je, comment on appelle, j'oublie son nom. Mais aux Russes, j'ai appris que Assimi Goïta lui-même a été formé en Russie. Et plusieurs officiers maliens. Il faut faire attention. Je ne dis pas que je ne dis pas que Assimi Goïta ne soit pas formé en Russie. Je dis que même s'il est formé en Russie, lorsqu'il revient dans son pays, fondamentalement, depuis plusieurs décennies, comment dirais-je, l'armée malienne est encadrée, organisée par des instructeurs occidentaux.
C'est pas les Russes. Les Russes, à un moment, dans les années 90, l'URSS a été démantelée. C'est cela. Ceux qui vont assurer les... D'ailleurs, dernièrement, lorsqu'on survole le territoire malien, on prétexte d'accords. On prétexte d'accord, on dit le Mali a signé des accords, c'est parce que le Mali a signé des accords qu'on survole votre territoire. Donc il y a quelque chose de vicieux quand quelqu'un dit les FAMA n'ont pas été compétents, alors que l'organisation de ces FAMA-là, la structuration de ces FAMA-là, la formation des officiers, les munitions, la stratégie, et ainsi de suite, c'est vous qui l'avez faite, c'est vous qui avez fait cet encadrement-là. Maurice, une question, vous pouvez me former, oui, vous pouvez tout me donner, oui. mais sur le terrain, moi, je peux échouer. Mais ça Oui, dépend de comment mais ils apprennent aussi. le problème qui se pose, c'est que lorsque ils échouent, d'accord, certes, la France est venue, la France a épaulé. Quand la France a épaulé à l'époque de Hollande et qu'ils ont repoussé l'agression djihadiste, ben, les populations ont salué, le gouvernement malien a salué, a remercié. Mais c'est dans la façon dont ces troupes se sont fourvoyées à la suite qui a entraîné le désamour qu'il y a entre les populations, le gouvernement malien et les instances Oui, françaises. comment ils se sont fourvoyés? Nos chers câblés ont envie d'entendre cela. Il faut rappeler que la situation du Mali découle là aussi de prise de décision à l'encontre des recommandations de l'Union africaine et des pays de la sous-région, qui a été celle d'aller bombarder la Libye et de déstabiliser la Libye. Et ça, c'était le président Sarkozy. Donc, parfois, on n'aura pas peur. On a l'impression que non, que le Mali était tranquille. Disons que le Mali, que le problème s'est posé spontanément chez le Mali et que le Mali a été incapable. Non, les présidents africains ont bien averti qu'il ne fallait pas déstabiliser la Libye parce que toute la région serait déstabilisée. Donc, c'est étonnant à un moment que quand on voit la communication qui est faite au niveau des médias occidentaux, on parle comme si il s'agissait... d'un pays qui commandait de l'aide. Alors qu'en réalité, les pays vous disent de venir réparer la situation que vous avez. Sous ce prisme, j'ai envie de vous poser cette question avant de continuer. C'était lors du printemps arabe. Oui. Ça n'a pas commencé seulement en Libye. Ça a commencé en Tunisie, en Égypte également. Mais vous ne pensez pas que Kadhafi a été aussi bombardé à cause de ses actes? Kadhafi n'a rien dedans. Kadhafi, comment dirais-je, si vous voulez, est un personnage controversé, c'est pas maintenant. Et maintenant, il faut reconnaître aussi... Parce que Ben Ali a été déposé, non, il n'y a pas de suite. Attention. Kadhafi, le bombardement, l'assassinat de Kadhafi intervient étonnamment quelques moments après que Sarkozy le reçoive en grande pompe à l'Élysée. Il plante sa tente à même les jardins et on lui fait de la courbette parce que monsieur vous pensez qu'il y a des choses derrière? C'est pas qu'il y a des choses derrière, c'est reconnu. Monsieur a donné des sous pour la campagne du président. C'est pourquoi Nicolas Sarkozy actuellement est toujours en justice. Et pour ça, on est parti bombarder des... c'est la justice. Pour le moment, c'est pas prouvé de A à Z. C'est pas prouvé de A à Z. La justice continue son travail au Russes. Mais attendez, la justice continue son travail. La conséquence en a été qu'on a déstabilisé un pays. Est-ce que le fait de, comment dirais-je, vouloir démettre Kadhafi du poste de président impliquait qu'on déstabilise un pays et une sous-région entière? Maintenant, lorsque vous avez déstabilisé la sous-région entière, pourquoi voulez-vous que les gens vous divinisent? On veut que vous vouliez que les gens vous fassent de vous des sauveurs, alors que vous êtes venus faire le service après-vente de la bêtise que vous avez faite. Les djihadistes sont venus au Mali et ont failli conquérir Bamako parce que vous avez déstabilisé les gens en Libye. Ensuite, vous avez reconquis, pour revenir à une des questions que je voulais poser, vous avez reconquis le territoire et c'est vous-même qui, au lieu de reconquérir tout le territoire, avez laissé une partie du nord du Mali, dans une partie du nord du Mali, s'installer un mouvement sécessionniste. Ça, c'est un. Deux, c'est vous qui, en laissant une partie du nord du Mali à ce niveau, à ce groupe de sécessionnistes, qui avez donné
la légitimité à ce groupe sécessionniste. C'est ça le problème. Parce que vous auriez pu chasser ce groupe et ne pas le mettre dans une situation de légitimité. Mais c'est vous qui avez contraint le gouvernement malien à se retrouver à table de façon équitable avec un mouvement sécessionniste que vous avez de facto reconnu en lui accordant une certaine légitimité. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on parle des FAMA, il faut pas Oui, oublier... avant de venir à vous, madame, oui, c'est vrai, Barkhane, c'est fini, mais on a l'impression que c'est seulement au Mali. Barkhane sera au Niger, Barkhane sera peut-être dans les pays du Golfe de Guinée, selon les propos du président français Emmanuel Macron. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais bon, pourquoi ne pas rentrer carrément en France? Pourquoi chercher encore à rester au Niger? C'est au nom de la lutte contre les djihadistes. Oui, ils l'ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. C'est vrai, ce qu'ils ont causé en Libye. Pas ça. Ils disent que non, qu'ils veulent empêcher toute velléité islamiste de s'attaquer à l'Europe. Oui. Oui. Bon, ils ont dit quelque chose aussi comme ça. Mais c'est ce que même ils ont créé quand même en Libye. C'est ça qui est descendu jusque dans ces territoires-là. Donc, comme l'a dit tout à l'heure aux Russes, c'est le service après-vente. Donc, madame, cette question à vous, parlant de la Libye, Kadhafi aussi avait dit qu'il allait faire couler des rivières de sang en Libye. Et c'est la version qui est donnée par les Occidentaux qui ont attaqué la Libye pour empêcher Kadhafi de faire couler des rivières de sang, à Benghazi surtout. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y avait des menaces. Parce qu'il y avait des menaces. Est-ce que Kadhafi l'a fait? Kadhafi ne l'a pas fait. Et pourquoi les gens ont été tués. Quand on parle de rivières de sang, bon, c'est une sorte, c'est une manière de dire qu'il y aura... La destruction de la Libye, vraiment, a des conséquences graves. Ça, tout le monde le reconnaît. Oui. Voilà. Donc, même les Libyens aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils sont contents d'avoir fait ce qu'ils ont fait à Kadhafi, avec l'aide des Occidentaux. Donc, le problème qui est en Libye... Mais on les avait vus applaudir, hein. Quand Kadhafi était mort. Au début, maintenant, ils voient les conséquences. Est-ce que les Occidentaux voulaient vraiment attaquer la Libye pour redistribuer les richesses minières et tout, le pétrole et tout, quand même, à ces rebelles-là? Non. Ce n'est pas pour leurs beaux yeux, bien, ce n'est pas pour le fait Après tout, eux, ils ont fait le travail. Ce sont les Libyens qui sont divisés. Ce sont les Libyens qui sont... Mais qui les a divisés? Qui les a mis là-bas? Ce ne sont pas les Occidentaux, la France derrière. Donc, du coup, je ne vois pas... Il n'y a pas que la France. Oui, les Occidentaux, ils sont là. L'Union européenne, la France avec la première qui a lancé, qui a fait appel quand même à ses alliés de venir combattre Kadhafi avec certains pays quand même c'est l'Iran ou bien l'Irak. Je crois, les pays arabes. Il y a un aussi qui a donné son aval à ce qu'on attaque la Libye. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est eux qui ont créé ce problème-là que nous vivons, que le Mali vit aujourd'hui, quand même dans la sous-région. Il faut qu'ils soient là. Mais s'ils disent aujourd'hui qu'ils vont rester là-bas, bon, ils n'ont qu'à rester. Mais est-ce que c'est au gré des populations qu'ils vont rester là-bas? On ne vient pas s'imposer quand même aux gens. On négocie. Bon, nous quittons le Mali. La population, voilà. C'est aussi les dirigeants. Parce que c'est la population qui a élu, par exemple, au Niger, Mohamed Bazoum. Et c'est à lui et à son gouvernement de prendre les décisions. On a vu ce qui s'est passé au Niger. On a vu ce qui s'est passé au Niger avec les manifestations. Est-ce que les Nigériens vraiment veulent de ces forces-là sur leur territoire? Ce sont eux qui ont élu voyant Bazoum. déjà que le convoi qui a quitté le Burkina, qui a quitté le Niger, qui a quitté Port-Boué en Côte d'Ivoire. Oui, pour aller au Mali, a été vraiment stoppé par les populations où il y a eu des tirs, des morts. Donc, est-ce que vous pensez que les populations sont vraiment contentes? Même les manifestations qui étaient prévues pour chasser Bazoum du pouvoir, qui s'est tourné quand même pas... qui a été étouffé, vous voulez dire. Qui a été vraiment étouffé. Bon, on voit que la population n'est pas d'accord avec cette position de la France. Peut-être une partie de la population. Bon, on peut le dire parce que tout le monde ne peut pas être d'accord avec ça. Mais ceux qui sont pour la France-Afrique, ceux qui sont pour le néocolonialisme, ceux qui sont là pour le pillage de nos richesses, ceux qui sont là pour le non-développement, tous les mots, pas forcément, y compris nos dirigeants qui sont complices pour que les peuples ne vivent pas quand même d'une vie décente. C'est eux qui épaulent tout ça là. C'est vrai que quand un chef d'État signe quelque chose avec la France,
ça mobilise ou bien ça retombe sur toute la population. Mais est-ce que c'est comme ça que cela devait se faire? La France convoque les chefs d'État, les trois là, pour discuter avec... Non, ça ne doit pas toujours se faire comme ça. Il faut que les donnes changent. Il faut que la France change sa stratégie d'approche des populations africaines. Il faut qu'elle arrive à comprendre que ces peuples-là, vraiment, on leur donne leur pleine souveraineté pour pouvoir agir et se développer. À chaque fois, on dit, ils sont pauvres, ils sont ceci, ça suffit là. La France essaie quand même... Vous ne pensez pas que c'est parce que les Africains commandent? Oui, il y a aussi ça. Il faut on arrive si j'écoute par exemple le discours de Macky Sall, et avant le début de ce sommet. Il a dit quoi de mal, madame? Bon, je ne vais pas reprendre mot par mot, mais ouais. On voit cette France-Afrique réhabillée, repositionnée, je ne sais pas. Couper les ponts avec la France, mais se rallier ou bien s'aligner derrière la Russie. Personne ne dit couper le pont comme ça avec la France. Mais la stratégie, la politique de la France vis-à-vis des États africains, à nos jours, ça ne nous satisfait pas du tout. Il faut revoir les stratégies, il faut revoir les accords, il faut recadrer les choses. Il ne faut pas rester encore dans les anciens accords pour dire qu'on avance. On va avancer comment? Quelque chose qui a fait qui n'a pas marché pendant des années, plus de 60 ans déjà, que les pays sont indépendants. Mais regardez nos pays de la sous-région, ouest africaine. Selon vous, c'est la France qui les dirige? La France a son mot dedans, nos dirigeants ont leur mot dedans, nos opposants ont leur mot dedans. Ça dit que la responsabilité est partagée, mais qui manipule au début, c'est la France. Regardez comment, lors du discours, monsieur le président Macron se tourne vers Macky Sall. Il le suit attentivement pour voir, mais qu'est-ce qu'il va sortir pour dire la France doit être toujours présente. Bon, non, ça dit que il faut sortir de ce cadre-là pour dire, mais si l'Afrique est libre, est souveraine, vague librement, les populations, les peuples vaguent librement à leurs occupations, sont autosuffisants. La France aussi sera libre. Ça, il faut le comprendre. On marque la pause pour le journal. Je sais que Oris a encore beaucoup de choses à dire. On marque la pause pour le journal et on revient pour la suite.